Alors un autre élément qui est intéressant aussi à noter, c'est que si vous allez dans le monde de l'astronomie et de la conquête de l'espace, il est intéressant de constater qu'un grand nombre de cosmonautes, d'astronautes étaient ou sont francs-maçons. Ici par exemple, sur cette liste que j'ai récupérée sur le site internet de la Grande Loge de la Colombie-Britannique, donc c'est la Colombie-Britannique, c'est la province du Canada qui se trouve où il y a Vancouver, donc dans l'ouest du Canada. Et donc voilà une liste de quelques-uns des personnages imminents dans le monde de l'astronomie qui ont été francs-maçons. On a par exemple ici Buzz Aldrin qui était sur Gemini 12 et puis Apollo 11, qui est franc-maçon du plus haut degré. Il y a John Glenn sur Mercury 6. Il est aussi question par exemple ici d'Edward Mitchell ou encore de Thomas Stafford. Donc il y a différents astronautes qui sont nommés là. Ils n'y sont pas tous, mais ce qu'on voit c'est qu'il y a un grand nombre de francs-maçons parmi les astronautes, cosmonautes et les différents managers de ces odyssées de l'espace. Alors on peut se poser la question, pour quelle raison est-ce qu'on retrouve dans le monde de la conquête de l'espace une présence franc-maçonne aussi élevée? Ici vous avez Buzz Aldrin par exemple, qui est juste là, et qui pose avec ce petit mouchoir sur lequel en fait est dessiné le logo du Grand Conseil des francs-maçons de 33e degré d'Amérique du Nord. Je vous montre une autre photographie ici, en fait qui est le petit mouchoir qu'il a amené avec lui lorsqu'il a pris la fusée pour aller dans l'espace. Alors pour quelle raison est-ce qu'on trouve autant d'astronautes ou de cosmonautes qui font partie de la franc-maçonnerie? La raison est assez simple. Présentement, ils sont en train de construire ce qu'on appelle la navette spatiale internationale, c'est ça? Ouais, la navette spatiale internationale. Et ce qu'ils expliquent, c'est que c'est un bâtiment qui sert à faire de la recherche scientifique et tout un tas de choses comme celle-ci, c'est ça? Grosso modo. En réalité, ils ne sont pas en train de voir là-haut, dans l'espace, comment est-ce qu'on peut recycler son urine et la boire à l'infini et subsister de cette façon-là, ou comment est-ce qu'on peut rester plusieurs centaines de jours dans l'espace en mangeant certains petits comprimés qui permettent de se nourrir. C'est pas ça qu'ils regardent. Ils sont en train de préparer quelque chose là-haut. Ils sont en train de préparer la guerre. Il y a une arrivée qui doit se faire de l'espace et qui a été prévue déjà depuis plus de 2000 ans, qui a été prédit depuis plus de 2000 ans. Il y a quelqu'un qui est pour revenir de l'espace avec son armée, et cela a été annoncé depuis plus de 2000 ans, Jésus-Christ. La parole de Dieu, la Bible dit que de la même façon qu'il est parti sur les nuées, il reviendra sur les nuées. Et la Bible déclare qu'à son retour, les rois et les princes de ce monde lui feront la guerre. Si on va dans l'Apocalypse, il est dit dans l'Apocalypse 19, verset 19, « Et esclaves petits et grands, et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les infidèles qui sont avec lui les vaincront, et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Ils sont tout simplement de se préparer à faire la guerre à l'agneau de Dieu, à Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra. Mais laissez-moi vous dire qu'ils n'auront pas la victoire. Ils n'auront pas la victoire. Alors je vous laisse regarder ici un petit montage vidéo que j'ai fait et qui constitue la fin de la deuxième présentation qu'on avait commencée hier. Si on peut éteindre les lumières, s'il vous plaît, je vous remercie. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations. Ok, je vais faire la traduction en même temps, tout ça en anglais. Donc je vais essayer de traduire en même temps qu'il parle. Donc il va commencer par dire, nous avons l'opportunité, donc c'est le père de George W. Bush, George Bush, lorsqu'il était président en 1990, et qui va dire qu'ils ont l'opportunité de créer un nouvel ordre mondial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations. Donc nous avons l'opportunité de créer pour nous et pour les générations futures A new world order. un nouvel A ordre mondial. world where the rule of law, not the law of the jungle, Un monde avec réglé par la loi et non par la loi de la jungle, governs the conduct of nations. gouvernant la conduite des nations. When we are successful, and we will be, Quand nous aurons réussi à créer ce nouvel ordre mondial, et nous réussirons à le créer, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible nous avons de réelles chances avec ce nouvel ordre mondial United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision un nouvel ordre mondial dans lequel le fait que les nations seront unies pourra nous permettre d'accomplir la vision des pères fondateurs de l'ONU. of the UN's founders. And at
1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. Et après 1990, le président George Bush a dit quelque chose que je dis aussi moi-même, nous avons besoin d'un nouvel ordre mondial. Si c'est Kissinger, là. There's a need for a new world order. Il y a un besoin pour un nouvel ordre mondial. There is a chance for the President of the United States to use this disaster. Il y a une chance pour que le président des États-Unis utilise ce désastre, donc celui dont on a vu précédemment, donc le World Trade Center. To carry out what his father. Donc il y a une chance que le président des États-Unis utilise ce désastre pour créer ce que son père et son grand-père. A phrase his father used, I think, only once, and hasn't been used since, and that is a new world order. Donc il y a une chance pour que le président des États-Unis, George Bush à l'époque, utilise ce désastre pour créer ce que son père et son grand-père désiraient mettre en place, à savoir un nouvel ordre mondial. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Pas un jour sans que nous ne vous parlions dans nos différentes éditions des conséquences financières de la crise. Donc là, c'est la crise dont il était question en 2008. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra. La fin s'est coupée, personne, je dis bien personne ne pourra s'y opposer. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde et universelle. La démocratie n'a pas trouvé ses limites parce qu'aujourd'hui, face à des problèmes mondiaux, des problèmes planétaires, la démocratie ne serait plus légitime à pouvoir les résoudre. La démocratie ne peut se traiter ou être efficace qu'à l'échelle planétaire. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Il suffit... Ouais. Ce qui est intéressant de noter, donc, c'est que peu importe le parti dont on parle, que ce soit démocrate, républicain, gauche ou droite, le focus, peu importe le bord du côté politique, c'est la construction d'un nouvel ordre mondial. Que vous votiez à gauche ou à droite, ça revient au même, les plans à accomplir sont les mêmes et le dessin est absolument le même. Ici, dans cet article de l'AFP, l'agence France Presse, qui date du 2 avril 2009, voilà ce qu'on apprend. Le sommet du G20 a décidé jeudi à Londres d'accroître considérablement les ressources des institutions financières internationales pour combattre la récession et de publier une liste des paradis fiscaux, consacrant, selon le Premier ministre Gordon Brown, la naissance d'un nouvel ordre mondial. L'ensemble des mesures prises par le G20 devrait permettre d'injecter 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale d'ici à la fin 2010, selon Mr. Brown. Anthony Cyril Sutton, dont on parlait hier, qui a été notamment professeur à UCLA et qui a un PhD de l'université de Southampton, Sutton dit ceci dans l'enquête qu'il a fait sur les Skull and Bones, dans America's Secret Establishment. Les activités de cet ordre, il parle du Skull and Bones et donc par extension des confréries Illuminati dans le monde. Les activités de cet ordre ont pour objectif de changer notre société pour instaurer un nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial sera sévèrement planifié et limitera strictement la liberté individuelle. Les protections constitutionnelles disparaîtront ainsi que les frontières nationales et les distinctions culturelles. Okay ?
la création d'un nouvel ordre mondial, d'une nouvelle Babylone, d'une nouvelle Babel, ce dont on parlait hier. Un élément qui est intéressant, si on réfléchit qu'on pose des suppositions, vous entendez beaucoup parler présentement de la dette des États dans le monde, et vous entendez aussi beaucoup parler de la dette des ménages. Ici en Europe et énormément en Amérique du Nord, où les ménages sont surendettés. Et si on pense au Japon, par exemple, on sait que le Japon ne pourra pas, la dette du Japon est juste extraordinaire, et d'autres pays dont on parle ici aussi en Europe. Tous ces éléments-là, on le voit, ça se profile à l'avenir, vont amener à terme à une implosion du système financier international. Et l'un des éléments qui pourrait se passer, c'est que, étant donné que le peuple a démontré qu'il n'était pas capable de gérer correctement ses finances, à ce moment-là, il va falloir mettre en place des lois, avoir davantage de rigueur pour gérer la finance des personnes. Dans la Bible, il est dit que viendra un moment où personne ne pourra ni vendre ni acheter. Personne ne pourra ni vendre ni acheter s'il ne s'est pas soumis à cette autorité-là. Donc tous ces éléments-là sont en train de se profiler à l'avenir, sont assez proches dans le temps, ils arrivent. Donc vous avez l'ancien ordre mondial, la ziggourate, la tour de Babel, et vous avez le nouvel ordre mondial. Ici, c'est... Comment s'appelle à Strasbourg le bâtiment là? C'est le palais, non? C'est quoi le nom du bâtiment? Conseil économique, c'est pas ça là? Donc ça, c'est le bâtiment de Strasbourg. Et c'est intéressant, si on analyse un petit peu cette affiche-là, de voir qu'il y a marqué « Europe, many tongues, one voice ». Donc plusieurs langues, une seule voix. C'est une allusion directe à la tour de Babel. Une allusion directe à la tour de Babel. Et si vous regardez notre élément ici, il y a plusieurs étoiles qui sont représentées ici, qui sont là pour retransmettre les étoiles de l'Union européenne, les différents pays. Ce sont des pentagrammes qui sont inversés. Au moment où cette affiche paraît, il y avait 12 pays dans l'Union européenne. Combien vous avez d'étoiles là sur l'affiche? 11 étoiles. Il y a 11 étoiles et non 12. 11, chez les francs-maçons et dans l'ésotérisme, c'est le chiffre du chaos. Le chiffre du chaos. 9 est le chiffre de la perfection. 11, c'est un chiffre que vous ne pouvez pas classer, vous ne pouvez pas faire de groupe avec 11. Mettons, vous faites deux groupes de 4, un groupe de 3, un groupe de... c'est ça. Ou sinon, vous allez faire... Vous ne pouvez pas classer le chiffre 11. 9, vous pouvez faire 3 groupes de 3. 3 fois 3. C'est un chiffre qui a du sens. Ce qui fait par exemple que si vous êtes en Amérique du Nord ou au Canada, lorsque vous êtes dans une situation chaotique, 11, et que vous souhaitez ramener l'ordre, 9, vous allez faire le 9-1-1. Okay? Ou lorsqu'on souhaite passer du chaos à l'ordre, ordo ab chaos, vous vous souvenez que c'est l'un des mottos de la franc-maçonnerie, vous allez faire ça le 9 septembre, 9-1-1. Okay? Et plein d'éléments comme cela. Alors, si le système monde présenté dans les 2 dernières séances est réel, nous devrions retrouver le même désir d'établir un nouvel ordre mondial en bas et en haut de la pyramide. C'est-à-dire qu'on a vu que les hommes politiques dans le monde souhaitent établir un nouvel ordre mondial, mais si concrètement ce que j'ai présenté dans les 2 dernières présentations est réel, on devrait entendre de la bouche du pape et du Vatican qu'ils souhaitent eux aussi instaurer un nouvel ordre mondial, puisque c'est eux qui sont censés le diriger, cet ordre mondial. Quelle est la position officielle de celui qui sera à la tête de cet ordre mondial ? Dans un article qui est paru dans The Guardian c'est l'équivalent du Monde, mais en Angleterre, le 2 janvier 2004, voilà ce que déclarait le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II a lancé une des plus importantes initiatives diplomatiques de sa longue papauté hier, quand il a appelé à un nouvel ordre international. Il est très intéressant de constater que lorsque Jean-Paul II voyage un peu partout dans le monde, vous ne verrez jamais personne devant qui Jean-Paul II s'abaisse. Jean-Paul II ne se baisse jamais devant qui que ce soit. Mais tous les chefs d'État du monde, y compris les chefs religieux du monde, s'inclinent devant Jean-Paul II. Lui ne s'incline devant personne. Vous ne le verrez jamais incliné, que ce soit devant des hommes, que ce soit devant les chefs religieux musulmans, que ce soit devant les chefs religieux bouddhistes, hindouistes ou même devant le Dalai Lama, il ne s'incline pas. Ce sont les autres qui s'inclinent devant lui. Donc les 2 hommes les plus puissants du monde, Joseph Ratzinger, le pape blanc, et ici Adolfo Nicolas, général des Jésuites, le pape noir. Alors c'en est fini pour la 2e présentation, donc on avait entamé hier. On va commencer la 3e présentation, on se rapproche un petit peu de notre objectif. La 3e présentation est intitulée « La franc-maçonnerie et les cultures nègres modernes ». On parlera aussi un petit peu de l'islam. Juste, c'est quoi qui se passe? Ok.
Ok, j'aimerais vous laisser avec, comme tout à l'heure, finir sur l'essentiel, à savoir Christ, par une courte prédication qui dure 3-4 minutes et qui est sous-titrée en français. Bonsoir.